Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de morale. Du latin moralis, la morale désigne étymologiquement ce qui est relatif aux mœurs, c'est-à-dire aux pratiques sociales et usages culturels d'un groupe, d'un peuple, d'une époque. Nous est introduit ici l'idée fondamentale selon laquelle la morale est liée à la culture. Nous y reviendrons. Lorsque nous évoquons la morale au quotidien, il arrive souvent que nous lui donnions un aspect péjoratif, avec des locutions comme faire la morale, par exemple. Cela vient du fait que la morale est aussi très liée au devoir, à l'obligation, et donc parfois à la contrainte. On pourrait résumer la morale comme un ensemble de règles, de conduite et de valeurs qui s'accompagnent d'une représentation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Grâce à cette représentation, l'individu peut juger ses actions et celles d'autrui. Nous verrons au cours de cette vidéo ce qu'est vraiment la morale, d'où tire-t-elle ses racines, quelles sont les différentes formes qu'elle peut prendre et les diverses façons de l'envisager. Un philosophe qu'il est nécessaire d'évoquer pour la notion de morale est Emmanuel Kant. Celui-ci apporte avec Fondement de la métaphysique des mœurs une réflexion riche sur le sujet et surtout propose un système nouveau. La morale de Kant est une morale du devoir avant tout fondée sur la raison, qui va refuser les morales d'autorité. Les morales d'autorité correspondent aux morales dans lesquelles l'individu trouve la règle de son action en dehors de lui-même, par exemple dans les commandements divins, dans les règles sociales ou encore dans la nature. Pour Kant, l'homme n'a qu'à faire usage de sa raison pour savoir ce qu'il doit faire. Il ne reçoit donc pas les règles morales de quelqu'un d'autre. Chaque homme peut trouver en lui ce qu'il doit faire. Le devoir n'est donc pas relatif, il ne varie pas selon les individus. Il doit être universel. Pour Kant, le caractère moral d'une action dépend de la volonté de l'individu d'agir moralement. Ce n'est pas l'action qui est morale, mais bien l'intention. Les conséquences, les effets de l'action n'ont strictement aucune importance. Ce qui fait que la volonté bonne est telle, ce n'est pas son aptitude à atteindre tel ou tel but proposé, c'est seulement le vouloir. Il donne divers exemples, dont celui-ci, assez simple à comprendre et illustratif de l'idée de Kant. Si un homme a la volonté de rester en vie, comme le devoir l'intime, son action n'est pas morale s'il tient lui-même à sa survie et désire vivre. Imaginons maintenant un homme ayant tout perdu, dans une situation si misérable qu'il n'a plus aucune envie de vivre et désire même mettre fin à ses jours. Si cet homme fait le choix de rester en vie conformément au devoir, en allant à l'encontre de ses envies, alors son action sera morale. Ce devoir, cette loi morale que chacun peut trouver en soi-même, Kant la formule avec ses impératifs catégoriques. Il en propose 3 qui forment la loi morale. Le plus célèbre et le plus essentiel est celui-ci. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne loi universelle. Pour savoir si une action est morale, il faut se demander si on peut vouloir que tous les hommes accomplissent la même action. C'est un test d'universalisation de la maxime de notre action. Kant prend l'exemple du mensonge. Un monde où tout le monde ment, et sait que tout le monde ment, est-il envisageable? Non, car dans un monde où le mensonge serait la règle, personne n'aurait plus confiance en la parole d'autrui. Or, le mensonge n'est possible que si les autres croient que ce qui est raconté est vrai. Donc l'action de mentir n'est pas morale. Seconde formulation de la loi morale. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. On ne peut pas utiliser les personnes humaines comme de simples moyens en vue d'une fin à atteindre. Les êtres humains sont des sujets. Kant nomme cela la dignité de chaque personne. On ne peut réduire la personne au statut d'une chose disponible et échangeable. Troisième et dernière formulation de la loi morale, agis de telle sorte que ta volonté puisse se considérer elle-même en même temps comme légiférant universellement grâce à sa maxime. Ici, Kant insiste simplement sur le fait que la loi morale est intérieure à chaque individu. Se soumettre à la loi morale, c'est en vérité se soumettre aux lois que je trouve en moi-même et que je pourrais exiger de tous les individus. De là le caractère universel de la loi morale. Il est possible de critiquer le modèle kantien comme trop attaché à la forme, trop éloigné des situations réelles. C'est ce que fait Hegel, pour qui la moralité d'une action doit reposer sur l'évaluation de ses résultats objectifs. Cette pensée s'accorde dans une certaine mesure à celle d'Aristote, pour qui l'action morale implique de mesurer les conséquences de nos actes dans chaque situation particulière. Il appelle sagesse pratique ou prudence l'exercice d'une vertu de nature intellectuelle qui permet d'agir le plus moralement possible dans chaque situation. Cette qualité consisterait en une délibération intérieure par laquelle l'individu mesure la difficulté et les conséquences d'une action à prendre. Il écrivit notamment « L'être vertueux s'efforce d'atteindre le meilleur des biens réalisables par l'homme ».
Cependant, Aristote évoque aussi un aspect important de la morale, affirmant dans Les Politiques que les citoyens doivent partager les mêmes valeurs morales. En effet, pour atteindre le bien-être collectif, il serait nécessaire de transmettre des valeurs communes aux habitants de la cité. Nous arrivons à la dimension culturelle évoquée au commencement de la vidéo. Avec l'idée aristotélicienne d'une morale reposant sur des valeurs communes aux citoyens, on introduit aussi l'idée d'une morale relative aux époques, aux nations, aux cultures. C'est en quelque sorte la vision de Pascal, pour qui la morale se développe avec la coutume. D'après Pascal, la diversité des coutumes rend improbable l'existence de principes moraux universels accessibles à l'homme. La diversité des croyances morales est pour lui la preuve de leur origine culturelle. Il écrit dans Pensée, qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos principes accoutumés, ainsi que le peuple suit la coutume par cette seule raison qu'il la croit juste. C'est sous l'effet de l'habitude que nous prenons une simple opinion pour une règle morale universelle. Dans la vision matérialiste de Marx, la morale découle des conditions matérielles d'existence de l'individu, tout comme l'esprit découle de la matière. Attention, je précise au passage que ce que l'on désigne comme matérialisme dans la société capitaliste est en réalité le consumérisme, le matérialisme étant une conception philosophique avant tout. Donc, Marx affirme que c'est de notre infrastructure que dépend notre superstructure. Il désigne par infrastructure les classes sociales, les moyens de production d'une société, ce qu'on a évoqué précédemment, nos conditions matérielles d'existence. Tout cela déterminerait notre superstructure, c'est-à-dire nos mentalités, notre idéologie, nos valeurs. Il est cependant important de noter que Marx ne considérait pas ces déterminismes comme indépassables. Pour lui, l'infrastructure ne détermine que partiellement la superstructure, ce qui laisse une chance à l'individu de s'arracher à sa condition. Freud a une autre vision encore de la morale, où les parents ont un rôle important dans sa formation. Et paradoxalement, nous constatons que cette conception psychanalytique rejoint de façon abstraite de nombreuses autres théories dont nous avons traité. Freud définit la conscience morale comme un moi idéal, le surmoi, qui se forme durant le complexe d'Oedipe, lorsque l'enfant renonce à réaliser certaines pulsions à l'égard de ses parents. Le surmoi se constitue à partir des interdits adressés aux pulsions élémentaires de ce que Freud appelle le ça. D'après Freud, tout enfant projette inconsciemment des pulsions sexuelles et des pulsions meurtrières sur ses parents, et le renoncement à la réalisation de ces pulsions forme le moi idéal, le surmoi, et donc la conscience morale de l'individu. Mais revenons à la source de notre questionnement, à savoir l'origine de la morale. Lorsque Rousseau construit l'hypothèse de l'homme à l'état de nature, afin de distinguer le naturel et le culturel chez l'homme, il suppose l'existence d'un sens moral inné découlant de l'instinct de survie. Suite à la réflexion qu'il développera dans Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il écrira « La pitié est un sentiment naturel qui concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce ». Selon lui, la morale se fonde sur un sentiment naturel, notamment une certaine empathie qui participe à la préservation de l'espèce. C'est, en un mot, dans ce sentiment naturel plutôt que dans les arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l'éducation. Rousseau propose ainsi de penser que l'homme possède une conscience morale naturelle, qu'il compare à un instinct divin. Selon lui, il existe en effet un sens naturel de la morale, c'est-à-dire une capacité innée à saisir ce que sont le bien et le mal. Avant même que les hommes ne vivent dans des sociétés régies par des lois où il y a des institutions qui transmettent des croyances morales, les hommes sont capables de sens moral. Enfin, il est inévitable d'aborder pour la notion de morale et ses origines Friedrich Nietzsche. Dans Généalogie de la morale, Nietzsche s'intéresse à l'origine des normes sociales et à l'histoire de leur formation. Nous avons tendance à considérer les normes morales comme évidentes, comme si celles-ci étaient une donnée naturelle. Nietzsche fait voler en éclats cette représentation de la morale. Pour lui, la morale serait le résultat de l'histoire d'une société particulière. Il faut se plonger dans la profondeur de l'histoire pour en comprendre la genèse progressive. En opposition à la conception de Rousseau d'une morale naturelle, Nietzsche va notamment envisager la morale comme un dressage. Il considère tous les moyens mis en œuvre, à travers les époques et les civilisations, pour discipliner l'homme, comme les tortures, les sanctions, les exécutions. Ce dressage moral pourrait être comparé au phénomène naturel, avec la lutte pour la survie et la domination des autres, mais les valeurs morales installées s'opposent aux processus vitaux, répriment l'énergie du corps et sont comparables à une maladie. Pour Nietzsche, la morale annihile les forces de vie. Il y a une opposition entre les valeurs de la vie et celles de la morale, les premières poussant le corps au changement perpétuel et à l'affirmation de son énergie, les secondes encourageant l'engagement et le renoncement.
Nietzsche développe sa thèse de la morale comme dressage en affirmant que la capacité à promettre est devenue une caractéristique de l'homme moral, et qu'elle n'a pas d'origine naturelle. En effet, la capacité à promettre implique tout d'abord une forme active de la mémoire, en opposition à l'oubli qui est une fonction vitale. L'homme a dû apprendre à voir le lointain comme s'il était présent et à l'anticiper. Il a dû lui-même devenir prévisible, régulier, nécessaire, y compris dans la représentation qu'il se fait de lui-même, pour pouvoir finalement, comme le fait quelqu'un qui promet, répondre de lui-même comme à venir. Nietzsche affirme aussi que la capacité à s'engager permet de comprendre l'apparition de la notion de responsabilité. Il précise également qu'un tel dressage n'a pu se faire sans l'utilisation de la violence. Quand l'homme jugeait nécessaire de se fabriquer une mémoire, cela n'allait jamais sans supplice, martyr et sacrifice. Tout cela dérive de l'instinct qui découvrit dans la douleur l'adjuvant le plus puissant de la mnémonique. La mnémonique correspond aux techniques de mémorisation qui reposent ici sur l'exercice d'une contrainte permanente. Mais la réflexion que propose Nietzsche sur la notion de morale est beaucoup plus large que celle de la morale comme dressage. Il remet en question toute la philosophie et la morale qui ont suivi Socrate et Platon, interrogeant jusqu'au sens de la morale et de la hiérarchie des valeurs qu'elle implique. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales et de la valeur de ces valeurs. C'est sans la moindre hésitation qu'on a attribué au bon une valeur supérieure au méchant. Que se passerait-il si l'inverse était vrai ? Je me permets de préciser que certaines thèses ou phrases de Nietzsche peuvent être comprises de travers ou ne pas être appréciées à leur juste valeur pour qui seraient étrangers à la pensée nietzschéenne. Nietzsche a été un grand iconoclaste qui a beaucoup remis en question. Il disait qu'il philosophait au marteau, ainsi les idoles apprendraient ce qu'il en coûte d'avoir des pieds d'argile. Mais il ne détruisait pas simplement pour détruire. Nietzsche voulait construire quelque chose de nouveau, qui se fonderait sur sa passion de la vie, ce grand oui tragique et sublime adressé à l'existence terrestre, en opposition à ce refus de vivre qu'il voyait notamment dans les arrière-mondes. Suite à des recommandations en commentaire, nous vous indiquons quelques ouvrages intéressants pour la notion de morale. Il y a bien évidemment Fondement de la métaphysique des mœurs, dont nous avons parlé précédemment. Ce n'est pas l'ouvrage le plus difficile de Kant. Le commencement est assez accessible à condition de rester concentré. Cet ouvrage propose une réflexion réellement poussée sur la question morale, vue sous le prisme de la raison kantienne. Au passage, si une lecture vous est difficile, prendre des notes au fur et à mesure sur les éléments que vous comprenez et vous semblent importants permet de maintenir le fil du raisonnement et de comprendre des œuvres qui peuvent paraître complexes. Il y a aussi Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche. Entre aphorismes, métaphores et fragments, la pensée nietzschéenne n'est pas toujours facile à assimiler de par sa forme de présentation. La Généalogie de la morale n'est pas, comme certains le pensent, l'œuvre la plus difficile d'accès de Nietzsche. Elle est écrite en 3 vastes dissertations et propose une réflexion non pas évidente, mais peut-être plus facile à suivre et à assimiler. De plus, la Généalogie de la morale contient des références et rappels d'œuvres et concepts nietzschéens. En somme, c'est un ouvrage abordable dont la lecture assidue peut apporter des connaissances utiles et enrichir la culture philosophique. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et pour se quitter sur une citation de Nietzsche, ce qu'on fait par amour l'est toujours par-delà le bien et le mal.